Juliette, je vous laisse prendre le micro. Bonjour à vous. On va ensemble présenter les conclusions de l'étude prospective qui a été commandée par le comité de pilotage de l'Observatoire Défense et Climat au profit de l'atelier conflictualité et emploi des forces qui a été mis en place par Stratégie et Climat et Défense. On va parler évidemment de changement climatique, des foyers de conflit dans le monde. Un petit rappel tout d'abord, un peu de pédagogie sur l'Observatoire, ce qu'est cet observatoire, le connaître un petit peu mieux. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je co-dirige l'Observatoire Défense et Climat aux côtés de François Gémen. Cet observatoire, c'est donc un contrat de recherche qui est piloté par la DGRIS au ministère des Armées et qui est coordonné par l'IRIS. Et dans la salle, je remercie tous les chercheurs qui sont avec nous, puisqu'on rassemble des chercheurs et plusieurs membres du comité scientifique sont là aujourd'hui. Et cet observatoire, il a pour but, depuis 2016, de fournir des données au ministère des Armées. Donc, il fait travailler des chercheurs dans des think tanks sur ce sujet très précis des impacts géopolitiques et de défense des changements climatiques. Ce qui consiste pour nous à s'appuyer sur les travaux du GIEC et sur les travaux de Météo France, par exemple, mais aussi sur la connaissance que l'on peut avoir en termes géopolitiques de certaines zones pour comprendre comment certains changements vont affecter les populations et vont constituer des modifications qu'il faut pouvoir anticiper pour ensuite être en mesure de réagir à ces grands changements qui vont affecter les populations, qui vont affecter les armées en France, que ce soit en France métropolitaine, dans les Outre-mer, comme à l'étranger. Et donc, vous mentionniez tout de suite cette dernière note que nous avons publiée il y a très peu de temps. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de revenir sur certains enjeux que cette note couvrait, et notamment avec comme objectif de synthétiser l'état de l'art sur le sujet de conflictualité et de climat, puisque cela fait des années maintenant que ce sujet est couvert par la communauté scientifique et qu'on a souhaité pouvoir offrir à tous nos lecteurs, puisque nos travaux sont en ligne et en accès public, à tous nos lecteurs, un état de l'art de ce qui avait été fait. Et donc, si vous avez des questions, on sera évidemment là pour y répondre, puisque nous sommes plusieurs dans la salle à y avoir contribué, et notamment l'autrice principale. Au croisement entre les foyers de conflit et le climat, est-ce qu'il est facile d'étudier, de croiser les modèles, de croiser les données que vous avez ? C'est compliqué, effectivement. Et alors, une partie de finalement la demande pour cette note, c'était de pouvoir observer cela sur une carte. Donc, je vous avais envoyé 2 cartes. Je vous propose qu'on projette la première. C'est la carte que nous avons proposée et qui a pour objectif de montrer les lieux où les changements climatiques vont se croiser avec des conflits actuels. Et c'est là où c'est compliqué, puisqu'on croise à la fois une donnée qui est très ponctuelle, c'est un aperçu, un tour d'horizon de la conflictualité à un moment donné, qui est aujourd'hui, exactement en mai 2023, en l'occurrence, et puis des projections de la prospective. Et donc, c'est là où tout est très délicat. Et donc, cette carte que vous voyez à l'écran, vous allez donc pouvoir observer que la Russie et l'Ukraine sont en rouge foncé. Donc, elles ont un indice qui est assez fort, mais qui est dû au fait que la conflictualité était très, très haute dans ces deux zones. C'est là où c'est délicat. On explique ça dans la note. L'idée est de pouvoir différencier pour chacun des pays concernés l'impact que l'on accorde au changement climatique et l'impact que l'on accorde au conflit actuel. Ce qui est intéressant, c'est que ça a pu mettre en valeur certains pays auxquels nous, en tant que chercheurs, on ne pensait pas quand on parlait de conflictualité et de changement climatique, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, que vous voyez en Indo-Pacifique, une partie des pays de l'Amérique latine. Un point aussi pour répondre à ce que vous disiez sur l'Arctique, nous ne traitons pas de l'Arctique dans cette note. Vous ne trouverez donc aucune information sur les conflits éventuels qui pourraient émerger dans l'Arctique, tout simplement parce qu'il y a un observatoire arctique, là aussi coordonné par la DGRIS et qui fait ce travail très bien. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir aussi apporter quelque chose sur les zones que l'on traite en particulier à l'observatoire et les zones d'intérêt pour la France.
cette carte, en tant que chercheur, voilà, elle nous a aidé à construire notre note et notamment pour chacune des zones à identifier les pays que l'on voulait traiter en particulier avec des focus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se recoupe avec une deuxième carte que je vous propose de projeter, qui est la carte qui a été associée à la dernière communication conjointe de l'Union européenne, une communication sur les sujets climat et sécurité. Et cette communication conjointe, donc, qui date d'il y a quelques jours, montre cette carte qui, là aussi, fait ressortir des zones communes avec celles que l'on identifiait sur notre carte, c'est-à-dire une partie de l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et les îles de l'Indo-Pacifique, pour des raisons très différentes, et puis une partie de l'Amérique latine. Et évidemment, le pourtour méditerranéen, avec en particulier le Proche-Orient. Est-ce que vous voulez ensuite que j'aille un peu plus en détail sur chacune des zones ? Oui, on peut aller sur les différentes zones sur lesquelles vous avez travaillé, bien sûr. Alors peut-être aussi pour revenir, je vais rebondir sur tout ce qui a déjà été dit, et notamment sur le fait que les impacts des changements climatiques, on les classifie en deux grandes catégories. Les impacts directs, donc on a beaucoup évoqué les chaleurs, la pluie, etc. Il va y avoir des impacts directs des changements climatiques sur les hommes. Notre capacité à vivre dans un milieu chaud, dans un milieu humide, avec parfois des maladies hydriques et vectorielles qui sont en augmentation. Ça, c'est un impact direct. Et puis, il y a un impact indirect, et c'est vraiment là que le cœur de notre étude c'est que les impacts indirects, ou ce que l'on appelle les impacts indirects, ça va être les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et les répercussions que ça va avoir sur nos moyens de subsistance. Et donc, un point commun à l'ensemble de ces impacts, c'est que les changements climatiques vont venir atteindre les écosystèmes sur lesquels les populations s'appuient, que ce soit les systèmes agricoles, par exemple, la pêche avec les ressources halieutiques, et dans l'ensemble des zones autour de la planète, quasiment, peut-être à l'exception de quelques-unes, ce qu'on va observer, c'est une augmentation de l'insécurité alimentaire qui est liée à la manière dont le système agricole et les ressources halieutiques peuvent être impactés par le changement climatique. Ça va mener à des conflictualités entre agriculteurs et pasteurs parfois, entre pêcheurs, avec une tension autour du partage des ressources et des bassins versants, et in fine une arsenalisation, c'est-à-dire une utilisation à volonté politique des ressources naturelles. On parle aussi beaucoup d'habitabilité, c'est-à-dire que à la fois la capacité à pouvoir habiter un lieu, mais aussi à s'y nourrir, à y avoir une activité économique, à s'appuyer sur des infrastructures qui puissent fournir des services essentiels. Cette habitabilité, elle est remise en cause dans certaines zones pour des raisons parfois très différentes. En Asie du Sud, et notamment dans des zones comme le Pakistan et l'Afghanistan, ça va être notamment pour des raisons de chaleur ou de pluie intense. Pour d'autres zones comme les îles qui avaient été mentionnées auparavant, c'est en raison de la montée des eaux. C'est également le cas dans certaines zones deltaïques. Et donc cette habitabilité, elle est aussi au cœur de notre travail, parce que finalement, c'est en faisant face à l'inhabitabilité croissante de son lieu de vie, que ces populations vont soit, dans un premier temps, chercher à s'adapter, à adapter leurs activités économiques et parfois à se tourner vers des groupes non étatiques qui vont pouvoir leur proposer des services essentiels ou un accès à des denrées alimentaires. Et puis, à terme, ces populations vont parfois être contraintes à se déplacer, en général à l'intérieur même d'un pays, mais parfois à des niveaux transnationaux. Pour peut-être revenir zone par zone sur certains grands points, donc, on va commencer par la zone africaine qui a déjà été mentionnée. Les rendements agricoles en Afrique vont être affectés par les sécheresses qui ont été mentionnées auparavant. Ces sécheresses, elles peuvent aussi être suivies parfois
de pluies diluviennes. Et vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous suivez un peu les informations, qu'on prévoit un phénomène ou le début d'un phénomène El Niño pour cette année. Et ce phénomène El Niño, il affecte à la fois le Pacifique, mais aussi l'océan Indien. Et en fait, l'ensemble de la planète, mais particulièrement le Pacifique et l'océan Indien. Et donc, il va aussi avoir des impacts sur la façade est-africaine. Et ça peut aussi avoir des impacts sur l'agriculture dans cette zone. Sur la zone subsaharienne, on estime, certaines études ont estimé que si on arrive à plus de degrés au-dessus de la température moyenne globale, c'est-à-dire largement vers quoi on se dirige pour l'instant, il pourrait y avoir moins 10 à moins 20% de rendement agricole. Et certaines cultures pourraient être inexploitables dans cette zone subsaharienne si on dépasse ou si on atteint les 4 degrés. Ça va évidemment mener à la précarisation des moyens de subsistance et donc à des conflits entre groupes ethniques qui peuvent avoir des spécialités. Certains groupes ethniques vont être historiquement des éleveurs, d'autres des agriculteurs. Et ça peut évidemment mener à des tensions entre ces groupes. Il va également y avoir des tensions autour de grands bassins versants, comme celui du Nil, ce qui est déjà aujourd'hui le cas, mais qui peuvent se renforcer. Et puis, ce qui est très spécifique à certains pays du continent africain, c'est des difficultés d'adaptation, en partie parce que la gouvernance ne le permet pas forcément. Et ça a été souligné par les travaux du GIEC, et en particulier par le dernier rapport du GIEC, une grande capacité ou un des grands piliers de la résilience de certains pays face au changement climatique, c'est la gouvernance. C'est la capacité de l'État et des autorités publiques à gérer les impacts du changement climatique. Et aujourd'hui, c'est en améliorant la gouvernance et la gestion de ces impacts du changement climatique qu'on va pouvoir faire face à l'ensemble de ces mauvaises nouvelles que je vous apporte. Sur la région méditerranéenne et le Moyen-Orient, là, on est face à un contexte qui est d'ores et déjà très compliqué au niveau de l'insécurité alimentaire, avec une dépendance à l'importation de denrées alimentaires. Et donc cette insécurité, elle va évidemment être renforcée par le contexte géopolitique, en premier lieu, et puis par les changements climatiques. L'inflation est un facteur fondamental de conflictualité, l'inflation sur les denrées alimentaires dans cette zone. Il y aura une compétition pour l'eau, puisque l'eau disponible va se raréfier. Et puis, on parle là aussi d'habitabilité en raison des fortes chaleurs que l'on va pouvoir rencontrer. Je vais passer maintenant à l'Asie du Sud et le Pacifique Ouest. Alors, c'est une très, très grande région. On a eu beaucoup de mal à diviser le monde, mais on a divisé le monde comme on a pu, et donc on a regroupé l'Asie du Sud et le Pacifique Ouest. Alors l'Asie du Sud fait face à des facteurs qui sont très particuliers, donc des fortes chaleurs, des pluies diluviennes, les moussons, donc, qui sont un phénomène qui sont d'une importance cruciale pour l'agriculture sur place, et puis les submersions et la montée du niveau des eaux. En Asie du Sud et du Sud-Est, vous avez de très grands deltas, et notamment pour la ville de Bangkok en Thaïlande ou le delta du Mekong au Vietnam, qui vont être exposés à la montée du niveau des eaux. La fragilisation des moyens de subsistance, on va également l'observer dans cette zone-là, notamment parce que l'agriculture va être touchée, en particulier l'agriculture rizicole, qui nourrit une grande partie de la population. Et un point particulier à l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est que là aussi, certaines minorités ethniques s'appuient principalement sur le secteur primaire pour leur subsistance et vont donc être affectées en premier lieu par les impacts du changement climatique. Et finalement, cette paupérisation de ces groupes minoritaires va pouvoir mener à la défiance envers certains gouvernements et à une distanciation des gouvernements existants. Enfin, la gestion commune de grands bassins versants comme tous les fleuves qui sont issus de l'Himalaya, de la chaîne himalayenne, là aussi va mener à des tractations géopolitiques et éventuellement à des tensions interétatiques, puisque la Chine, l'Inde, mais aussi tous les pays
de l'Asie du Sud-Est s'appuient sur ces grands fleuves pour leur production énergétique, pour l'irrigation de leur agriculture, et puis évidemment pour les systèmes de refroidissement de certaines industries. Et donc tous ces usages vont continuer à s'appuyer sur ces grands fleuves dont le débit va être affecté par la fonte des glaciers himalayens. Et enfin, je finirai rapidement par l'Amérique latine, qui va aussi directement être affectée par El Niño, potentiellement cette année. Et l'Amérique latine a là aussi un contexte très particulier en termes de sécurité, qui est ce que Marine de Guglielmo-Weber a appelé une insécurité domestique, c'est-à-dire que le contexte sécuritaire en Amérique latine est le suivant. Il y a de nombreux groupes non étatiques qui vont gérer à la fois parfois la production, mais aussi le transport de denrées alimentaires, et qui vont aussi avoir une mainmise sur certains réseaux hydriques. Et donc, cette particularité du contexte dans certains pays de cette zone va évidemment se croiser avec les impacts du changement climatique et mener à finalement une montée en puissance des capacités d'action de ces groupes non étatiques dans cette zone, et à la montée d'une conflictualité latente qui va avoir comme premier corollaire une inégalité à l'accès à l'eau potable pour les populations locales, et qui peut mener à toutes ces problématiques dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le questionnement quant à la pérennité d'une activité économique, à la capacité à continuer à habiter dans un lieu en raison du contexte social, mais aussi environnemental et sécuritaire. Pour résumer, tout ce que je vous ai présenté se résume dans le fait que les changements climatiques vont mener à une paupérisation des populations, à une précarisation des moyens de subsistance dans de nombreuses zones. Mais tout ça est lié à un contexte qui est social, économique, environnemental et sécuritaire. Et c'est le croisement de l'ensemble de ces conditions de vie qui va mener certaines populations à finalement se tourner vers le déplacement, parfois, comme une adaptation ultime, finalement, au changement climatique et aux impacts des changements climatiques dans la région où ils vivent. On a fait le tour de la note que vous vouliez que j'évoque. Peut-être vous dire avant de continuer la conversation que c'est une note donc, qui fait un tour d'horizon de ces enjeux-là, mais on a également la chance de travailler sur beaucoup d'autres sujets, parmi lesquels les risques sanitaires. Donc si vous voulez en savoir plus sur les risques sanitaires, nous avons une note sur la question. Nous avons également travaillé sur la manière dont d'autres armées autour du monde vont prendre en compte ces liens entre géopolitique, sécurité et changement climatique. Et puis avec parfois des focus et parfois au contraire des notes très généralistes comme ça. On essaye d'apporter le plus d'informations possible à la fois au grand public, puisque encore une fois tous nos travaux sont en ligne, mais aussi au ministère des Armées, et on espère que vous en faites un usage aussi sage que possible. Merci beaucoup. Merci Julia Tass, merci beaucoup pour ces explications. Évidemment, on viendra en question avec vous. On a les illustrations petit à petit, la pensée et les notes de Camille Picot qui s'affichent derrière nous et qui accompagnent vos propos.